À tous présents à venir, salut! Deuxième vidéo de notre série sur le poker. Si vous n'avez pas vu la première, ça risque d'être un peu compliqué car nous avons vu les règles du poker, mais surtout nous avons introduit une définition de la probabilité et une introduction à l'analyse combinatoire. Je vous mets le lien ici. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. On va se mettre dans une configuration particulière pour simplifier la vidéo, soit une partie avec 4 joueurs. Prenons l'hypothèse que vous êtes directement à la gauche du joueur qui a la grosse blinde, soit celui qui doit mettre la plus haute mise de départ obligatoire. S'il vous semble que ce que je vous parle maintenant vous semble complètement chinois, retour à la première vidéo. Le poker est par définition un jeu de décision à information manquante. Avec les notions que nous allons introduire ici, vous devriez avoir les idées un peu plus claires sur la première décision à prendre, à savoir, compte tenu de vos 2 cartes secrètes, devez-vous vous lancer dans la partie ou laisser tomber, ce qu'on appelle fold. Dans le monde du poker, cette décision s'appelle le VIPIP, à savoir Voluntary Put in the Pot. Je vous l'avais dit que tous les termes étaient en anglais. Spoiler alerte, un bon joueur joue en moyenne moins d'un quart des mains qu'il reçoit. Nous allons donc voir pourquoi. Ah oui, petit point de vocabulaire aussi. Je vais vous parler de couleurs. Dans le cadre du poker, une couleur est en fait une famille de cartes. Les cœurs, les piques, les trèfles et les carreaux. À ne pas confondre avec le rouge et le noir qui sont marqués sur les cartes. Commençons une partie et disons que vous avez reçu une paire de 7. Carreau et pique. À votre avis, est-ce bien ou pas? On va décomposer ce problème en deux. Premièrement, est-il fréquent d'avoir une paire comme main de départ? Ensuite, quelle est la probabilité que vos adversaires aient une meilleure main que vous? Vous avez donc 2 cartes. Nous avions défini de manière naïve la probabilité comme étant le ratio d'un événement sur la totalité des événements possibles. Combien y a-t-il de mains de 2 cartes possibles? Souvenez-vous de cette formule. C'est la combinaison qui correspond à choisir 2 cartes parmi 52 cartes. Donc, factoriel 52 sur factoriel de 52 moins 2 fois factoriel de 2. Il y a 1326. Soit 1326 choix de 2 cartes possibles. Et celle que vous avez est l'une de ces possibilités. Ici, nous devons choisir, soit on calcule la chance d'avoir une paire, soit on calcule la probabilité de ne pas avoir de paire. De manière générale, pour résoudre ce genre de problème, il faut toujours privilégier la manière où, a priori, il y a le moins de cartes. On peut réfléchir en se disant que la somme de toutes les possibilités est connue. 1326 mains. J'ai donc 100% de chance d'avoir une main de 2 cartes. Merci Captain Obvious. Nous pouvons considérer que ces 100% sont en fait la somme des mains avec paire et des mains sans paire. Nous pourrions donc commencer à compter chacun des cas sans paire. Mais il y en a beaucoup. Imaginez, on peut avoir un 2 avec un 3, puis un 2 avec un 4, etc. Pour déterminer le pourcentage de mains sans paire, on peut donc aussi faire 100% moins le pourcentage de mains avec paire. Or, c'est beaucoup plus facile car il n'y en a que 13 de paires possibles. Les valeurs de 1 à 10 plus les 3 figures. Une paire spécifique, comme celle de 7 dans notre exemple, est une combinaison de 2 cartes parmi 4 cartes possibles. Bah oui, dans le jeu, j'ai 4 couleurs, cœur, carreau, pique et trèfle. Ma paire est toujours formée d'au moins 2 couleurs différentes. On peut aussi utiliser la même formule de la combinatoire de 2 parmi 4, ce qui donne 6. Il y a donc 6 divisé par 1326 chances de recevoir une paire spécifique, soit 0,45%. Or, nous avons vu qu'il y avait 13 paires possibles. J'ai donc 13 fois 0,45% d'avoir une des paires, ce qui donne 5,88%. Par complément, 1 moins 5,88% égale 94,12, 94,12, d'avoir une main qui ne soit pas une paire.
vous commencez à comprendre pourquoi les bons joueurs abandonnent fold souvent. Si votre stratégie de jeu est de ne rentrer dans la partie que s'il y a une paire pour maximiser vos chances de gain, sur 1000 parties, vous n'en jouerez que 58. Maintenant, vous avez une paire de 7. C'est pas la plus forte possible, on est bien d'accord. Quelle est la probabilité, à ce stade-ci du jeu, que l'un des 3 autres joueurs ait une main meilleure que vous? On va compter les mains qui vous sont supérieures à la vôtre. On a donc les paires de 8, de 9, de 10, puis les paires de personnages, valet, dame, roi, et enfin la paire de 7. Soit 7 paires plus fortes que la vôtre. Le joueur à votre gauche a donc 7 paires qui sont potentiellement supérieures à la vôtre. Et chacune peut être réalisée de 6 manières différentes. Il est ainsi 6 fois 7, 42 possibilités d'avoir une paire plus grande sur les 1326 possibilités de main de départ. Ça vous donne 3,17%. Mais c'est vrai aussi pour les 2 autres joueurs. Je fais donc la somme de leurs chances et je suis à 9,51%. Vous êtes donc sûr à 90-90% d'avoir la meilleure main de départ. Voilà pour une paire de 7. Je vous mets ici le tableau reprenant les pourcentages en fonction des autres paires. Dans cette série de vidéos, je vais certainement insister beaucoup là-dessus. Avoir 90-90% de chance d'avoir la meilleure main de départ ne veut pas dire qu'à coup sûr c'est le cas. Même si vous avez une paire de rois, avec 99-99% de chance d'avoir la meilleure main, il se peut que l'un de vos adversaires ait une paire d'as. Mais vous me direz, fort justement, si j'ai la paire d'as, je suis sûr d'avoir la meilleure main possible de départ. Oui, mais n'oubliez pas que ce n'est que le début de la partie. C'est la meilleure main, construite avec 7 cartes, à savoir les 2 cartes privées, celle du flop, du turn et de la river, qui détermine qui gagne. Certains joueurs doivent donc attendre que leur main de départ s'améliore. Donc, avec vos 7, vous avez une bonne main. Avec ces résultats, vous vous dites « Allez, zou, tapis !» Prenons que 2 de vos adversaires renoncent, mais il reste Aurore. Elle a fait tapis, elle aussi. Elle vous montre ses cartes, un 10 et un valet de cœur. Un point important, les joueurs qui ont fait fold, qui ont abandonné ont mis leurs cartes face contre table. Vous ne savez pas ce qu'ils avaient. Vous souriez, vous vous dites, vous avez les stats avec vous. Et puis, un doute s'installe. Que peut-elle bien espérer? En fait, à peu près tout. Comme toujours, commençons par évaluer l'ensemble des possibilités. Le flop, le turn et la river, ça nous donne 5 cartes choisies parmi 52 cartes de départ, moins celles que vous avez et celles d'Aurore. Comme les cartes des joueurs qui ont abandonné ne sont pas connues, c'est comme si elles étaient encore dans le paquet. La somme des possibilités est donc la combinatoire de 5 parmi 48, soit 1 712 304. Avec un tirage de 3 cartes particulièrement favorables parmi ces 5, Aurore peut vous battre à coup sûr. Elle peut toucher la quinte flush royale. Vous êtes maintenant super méga entraîné à cet exercice. Vous savez qu'une combinaison particulière de 3 dans un groupe de 5, ça fait 10. Aurore a 10 chances sur 1 712 000 d'avoir la main la plus élevée possible. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours plus que vous. La quinte flush royale est inaccessible pour vous, à moins qu'elle se produise avec les 5 cartes communes, mais alors Aurore va y avoir aussi droit. Juste en dessous de la quinte flush royale, il y a la quinte flush prolétaire, si j'ose dire. Du côté d'Aurore, pour la quinte flush normale, à partir d'un tirage favorable de 3 cartes sur les 5, elle peut l'avoir de différentes manières. Roi, dame, valet, 10, 9 de cœur. Dame, valet, 10, 9, 8 par exemple. Valet, 10, 9, 8 et 7 de cœur. Soit 3 manières, donc 30 possibilités 3 fois 10. Mais si elle a un tirage favorable de 4 cartes parmi les 5, alors elle peut toucher une autre série. 10, 9, 8, 7 et 6 de cœur. Pour ça, il faudrait avoir 4 cartes des 5 qui lui soient favorables.
la combinatoire de 4 dans un ensemble de 5 n'est que de 5. Aurore a donc 30 plus 5 possibilités sur 1 712 000 d'avoir une main finale avec une canne flush. Avec un tirage de 4 cartes favorables parmi les 5, de votre côté, vous pouvez avoir une canne flush de pique ou de carreau. Je vous laisse comme petit exercice de voir combien il y a de possibilités de faire une canne flush à partir d'un 7. Allez, je suis sympa, je vous donne un truc. Le 7 peut prendre l'une des 5 positions dans la suite. Il y a donc 5 manières. N'oubliez pas que vous avez 2 couleurs, donc 2 opportunités. Une canne flush de pique ou une canne flush de carreau. Bref, 2 x 5 x 5. 50 sur 1712 possibilités. Vous avez un peu plus de chances de battre Aurore sur base d'une canne flush. On peut faire l'exercice comme ça pour toutes les combinaisons possibles et de voir à chaque fois qui a le plus de chances de gagner. Avec ce que nous savons, vous comprenez qu'il ne faut pas tenter de le faire de manière intuitive, sans avoir une expérience de ces calculs ou d'avoir vécu tellement de parties que ces calculs font partie intégrante de vos réflexions. Elles sont intégrées en vous en quelque sorte. Un point intéressant est la comparaison des paires possibles. En fait, avec son 10 et son valet, dès qu'Aurore a une paire, elle sera toujours supérieure à votre paire de départ. Vous vous doutez bien que le jeu est construit de manière à ce que les mains gagnantes soient les plus difficiles à avoir. C'est ce que nous voyons d'ailleurs devoir. Il y a moyen de calculer vos chances a priori à partir d'une certaine main. Ne sortez pas vos calculettes. Bien entendu, avec le marché que le poker représente, l'intérêt de ce jeu, vous imaginez bien que quelqu'un a créé un programme pour faire tout ça. En fait, il y en a plusieurs. Je vous en présente un, et ce n'est pas un placement de produit. Il s'appelle Equilab de Poker Strategy. Je ne vais pas rentrer ici sur son fonctionnement, mais il permet de faire ce genre de calcul. Je mets les 2 mains dont nous avons parlé et j'appuie sur Calculer. Et vous voyez que Aurore a un peu plus de chances de gagner que vous. Avec cette vidéo, j'espère avoir atteint un double objectif. Le premier est que vous soyez à l'aise avec le calcul combinatoire. Le deuxième, que vous sentez pourquoi il ne faut pas jouer toutes les mains. Aux 5% de mains avec une paire, nous avons vu qu'une main de départ avec 2 cartes de la même couleur qui se suivent était aussi fort intéressante. Il y a 13 paires qui se suivent de 4 couleurs, et donc 52 sur les 1326 possibilités, soit 3,92%. Si vous voulez atteindre l'une de ces alternatives, une paire ou une carte qui se suit, vous ne jouerez grosso modo que 10% des parties. Et encore, les suites avec les petites valeurs peuvent être facilement battues. Dans Equilab, je peux vous montrer à quoi correspondent les 25% de mains les plus avantageuses que j'annonçais dans mon introduction. Alors, nous avons la diagonale des paires jusqu'à 6, les suites de 2 cartes avec la même couleur, depuis l'As-Roi jusqu'au couple 10-9. Vous voyez, il y a un T, ça signifie thème dans le tableau, 10 en anglais. Les suites de 2 cartes, mais pas avec la même couleur, jusqu'au couple Valet-10. Toute la série avec des As et une carte de la même couleur. Le même principe, mais à partir du Roi, qui s'arrête au 6. Ensuite, les mains avec au moins un 10 et au moins un 8 de la même couleur. Vient après la série des As avec une autre carte qui n'est pas de la même couleur, jusqu'au 7. Idem pour les rois jusqu'à 9. Et enfin, les reines jusqu'à 10. En faisant des simulations sur Equilab avec une main de départ comme celle-là, vous avez en gros un tiers de chance de gagner dans une partie avec 3 adversaires. Alors, si c'est trop compliqué à retenir pour vous, il faut mettre dans votre mémoire qu'il faut au moins un 9 combiné avec un autre 9 ou avec une carte supérieure. Avec cette stratégie, vous ne jouerez qu'une fois sur 5. Et sur base des simulations, vous avez grosso modo aussi un tiers de chance de gagner
contre 3 adversaires. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, je ne suis pas un grand joueur et ceci ne constitue pas un conseil de jeu. Concrètement, ce n'est pas parce que vous jouez une des mains que je viens de montrer que la victoire est acquise. Nous l'avons vu avec les simulations. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que vous jouez une des cartes, une des mains qui ne sont pas reprises dans ce que je viens de vous dire, que la défaite est inéluctable. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que sans autre artifice que l'application stricte des probabilités, vous jouerez un quart du temps pour perdre 2 tiers du temps. C'est vous dire l'importance des autres facteurs qui sont à considérer dans ce jeu. Et vous voyez pourquoi je vous incite à la prudence. Sur cette bonne parole, je vous dis à la prochaine fois. À bientôt. Ciao.